Je viens faire le point avec vous sur les sangsues médicinales et l'émergence d'Aeromonas hydrophila résistant à la ciprofloxacine découverte cette année. Donc les sangsues médicinales ou immunomédicinalis sont utilisées pour d'une part leur propriété anticoagulante liée à un enzyme d'urine contenu dans la salive des sangsues. Et dans cette salive, il y a aussi un anesthésique naturel qui permet à la sangsue de mordre sans que cela fasse mal au patient. Il y a aussi un effet mécanique de pompage de la sangsue qui facilite la vascularisation. Les indications actuelles sont essentiellement les cicatrisations de lambeaux, les réimplantations de doigts, d'oreilles, multiples. Et donc l'utilisation essentielle est pour améliorer la revascularisation. Donc là vous voyez un doigt mal vascularisé. Il ne faut pas qu'il soit trop mal vascularisé, sinon la sangsue refuse de s'approcher. Et ensuite, si ça marche, donc le doigt est bien rosé et donc la greffe ou la réimplantation est un succès. Le problème, c'est que ces sangsues ont une flore intestinale avec une bactérie qui s'appelle Aeromonas hydrophila et qui est symbiotique à la sangsue parce qu'elle lui apporte des enzymes protéolytiques nécessaires pour digérer le sang. Donc, à la PHM, c'est la conception l'hôpital de la conception de sa pharmacie qui centralise les commandes de sangsues. On les commande par lot de 50. On en commande environ 300 par an pour traiter 20 patients sur l'ensemble de la PHM. Ces sangsues sont ensuite conservées à 15 degrés, c'est parce qu'à la chaleur elles s'agitent et elles peuvent s'échapper des aquariums. Elles sont donc conservées dans des chambres froides à jeun. Elles nous sont livrées déjà à jeun depuis 3 mois et elles demeurent à jeun pendant tout leur séjour à la conception. Et puis elles sont ensuite délivrées sur ordonnance nominative et une traçabilité très précise. Donc aux services qui le souhaitent à la conception et à la PHM en général, et aussi aux cliniques et aux hôpitaux de Marseille qui le souhaitent. Le sangsues, ça ressemble à une limace. C'est très nerveux. Voilà, donc on était arrivé à mettre en place des mesures de prévention environnementale suite à une vague d'infection. Et ces mesures de prévention étaient la suppression des aquariums dans les unités d'hospitalisation. On s'apercevait que chaque utilisateur avait son aquarium et donc gérait mal la prévention de la contamination des sangsues. Donc on a centralisé ces aquariums à la pharmacie de la conception. Et ensuite, ces aquariums étaient remplis avec de l'eau du robinet jusqu'en 2000, et cette eau était à 33% positive à Aeromonas species, donc on finissait par avoir des sangsues très contaminées lorsqu'on les plaçait sur les patients. Donc maintenant, on suit les recommandations de l'éleveur, on les met dans de l'eau volvique. On a aussi demandé à ce qu'il y ait une désinfection des aquariums une fois par semaine par permanganate de potassium, et l'utilisation pour les délivrer de fourchettes à usage unique avec les plaques de contamination. La délivrance nominative se fait dans des flacons de 5 sangsues qu'on met au frigidaire dans les unités et qui sont taillés dans les 24 heures. L'antibiprophylaxie doit se faire pendant toute la durée du traitement par sangsue, par ciprofloxacine chez l'adulte et Bactrim sirop chez l'enfant. Donc ça avait bien fonctionné. On avait complètement réussi à contrôler les infections après immunothérapie. Donc dans un premier temps, on avait eu un succès lié uniquement aux mesures environnementales. Et puis 2 cas isolés d'infection nous avaient incité à mettre en place une antibiprophylaxie donc systématique. Et depuis 6 ans, donc, on n'avait plus d'infection. Et cette année, à notre grande surprise, on les revoit apparaître de façon rapprochée. Et donc, on a dû mener une enquête pour savoir ce qui se passait. Alors, l'alerte est arrivée avec le premier patient. S'était fait écraser les mains dans une explosion, donc c'est un accident de stress, un accident du travail. Donc, il avait ce patient un lambeau interosseux qui couvrait la paume de la main droite, avec une amputation des 3e, 4e, 5e doigts. Cet accident était survenu à l'intervention
été réalisé le 31 mai. Et puis, donc, vous voyez, une semaine après, il y a eu une nécrose partielle du lambeau, une infection de site opératoire au niveau de ce lambeau à Aeromonas hydrophila résistant à l'acide procloxacine. Donc, c'était la première fois qu'on observait ça. Et une fièvre de patient. Le patient avait eu 12 sangsues du 2 au 6 juin, provenant de 2 lots différents, et pourtant il avait eu une prophylaxie correcte. Donc on a décidé de faire des prélèvements d'eau de tous les aquariums de la pharmacie et de vérifier la traçabilité, c'est-à-dire qui avait distribué ces sangsues, pour savoir s'il y avait un problème. Et quelques temps après, on a eu un deuxième patient avec le traumatisme de la main par presse. Il avait un lambeau chinois, une amputation du deuxième, troisième, quatrième doigt droit. Et donc il y a eu une nécrose du lambeau au mois de juin à Aeromonas hydrophila résistant à l'acide procloxacine avec donc une mise de ce lambeau qui a fallu enlever par la suite. Une fièvre, et ce patient avait eu 11 sangsues du 13 au 16 juin et une prophylaxie par l'acide procloxacine. Donc on s'est retrouvé face à un cas groupé d'infection de site opératoire à Aeromonas hydrophila résistant à l'acide procloxacine post-immunothérapie. Le taux d'attaque, si on prend tous les patients qui avaient été traités par les sangsues provenant de ces deux lots, parce que vous voyez que ce sont deux mêmes lots, était donc de 30%, ce qui est absolument énorme pour des complications post-chirurgicales. Donc nous avons fait ces prélèvements on prélève tout d'abord toutes les sangsues, tous les aquariums de la pharmacie. Et le 19 juin, on a pu observer qu'un seul de ces aquariums poussait à Aeromonas hydrophila résistant à l'acide procloxacine, et c'était un aquarium à Peikikinet. Donc, on a enquêté auprès des pharmaciens pour savoir si ces piquettes avaient été données aux patients. Donc c'était des sangsues qui étaient dans cet aquarium, mais qui n'étaient pas données aux patients. Au début, on m'a dit que c'était même des aquariums remplis d'eau sans censure. Après, on m'a dit que oui, il y avait bien des sangsues, mais elles n'étaient pas données aux patients. Et après discussion avec les pharmaciens, ils m'ont dit que c'était en fait leur piquinette apprivoisée. C'est-à-dire qu'ils avaient un aquarium dans lequel ils plaçaient les sangsues qui leur paraissaient sympathiques ou exceptionnelles, c'est-à-dire un peu remuantes, qui sortaient du lot. Et ils les mettaient jusqu'à mort sans suivre dans cet aquarium. Donc j'ai été un peu alertée par ça. J'ai pensé que peut-être une étudiante avait pris ces kikinettes et les avait données aux patients. On a vérifié qui avait distribué les sangsues et de quel lot elles provenaient. En fait, elles provenaient bien des lots 272 et 256. Donc ces lots se sont positivés par la suite. Sur des prélèvements itératifs, on a retrouvé de l'Aeromonas hydrophila intermédiaire aux résistances IFOX. Donc il y avait une hypothèse principale qui était que nous recevions de la ferme d'élevage des sangsues déjà contaminées. Donc on a essayé de vérifier cette hypothèse en prélevant le sac en tissu qui contient les sangsues dès son arrivée. Et ensuite, les sangsues sont placées dans un aquarium avec le biologique et on prélève l'eau 48 heures après. Et ces deux prélèvements sont revenus positifs à Aeromonas hydrophila résistant à l'acide procloxacine. Donc notre enquête s'est dirigée vers la ferme d'élevage. Et donc cet éleveur a deux méthodes pour élever les sangsues. Une méthode en milieu naturel, dans des marais, où les sangsues se nourrissent de cadavres d'animaux, naturellement. Et puis ils ont une méthode d'élevage en laboratoire, où ils essaient de contrôler les apports de nos sangsues, donc les apports en eau. L'eau provient d'un forage et elle est contrôlée mensuellement au niveau microbiologique. Et puis il y a la nourriture des sangsues une fois par mois. On leur donne à manger du sang de poulet. Alors au début c'était du sang de veau avant 2002, puis quand il y a eu la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ça a été du sang de poulet. Elles sont nourries une fois par mois et elles sont livrées à jeun donc depuis 3 mois aux hôpitaux. Donc on a demandé un échantillon du sang destiné à nourrir les sangsues. Et on nous a adressé 4 échantillons, parce qu'il y avait 4 lots de sang qui provenaient d'abattoirs de 250 cc. Donc c'est la ferme d'élevage qui nous a envoyé
Et on a testé l'activité antibiotique, dans ce sang il n'y avait pas. Le dosage de la ciprofloxacine était négatif. Et on l'a vu en culture et on a trouvé beaucoup de germes, y compris des germes étranges. Et donc des Escherichia coli et des Proteus vulgaris. Les enterobactéries sont, d'après la ferme d'élevage, toujours présentes dans le sang qu'on destine à la nourriture des sangsues. Il y a des aéronas Donc après, je me suis renseignée sur la contamination de la volaille en France, parce qu'on a fait un prélèvement au hasard, et c'est vrai qu'il était négatif au niveau du sang destiné à nourrir ces sangsues, mais il aurait pu peut-être aussi être positif, et les statistiques sur la surveillance de la résistance aux antibiotiques dans la volaille montrent au niveau de la chair du poulet à l'abattoir, au niveau de l'abattoir, qu'il y a un pourcentage de résistance à la ciprofloxacine qui, depuis 2006, varie entre 21% jusqu'à un maximum en 2008 à plus de 35% des 189 prélèvements. Ça a revenu un peu en 2009 à 27% des 201 prélèvements. Et c'est la viande qui présente plus de résistance, de micro-organismes résistants les Escherichia coli résistants à la ciprofloxacine. Il existe aussi une surveillance au niveau européen de cette résistance au niveau donc, de la chair de poulet. Et on voit que les pays sont très différents selon ces résistances. La France est à 35%, c'est la troisième ligne. Et on voit que l'Espagne est à 87% de positifs et le Danemark 12% seulement. Voilà, donc il y a la conclusion, c'est que nous avons eu des cas groupés d'infection cytopératoire à Salmonella Pseudococcus résistant à la ciprofloxacine pour la première fois après l'immunothérapie. Ça nous a obligés à changer d'antibioprophylacine. Maintenant, c'est le Bactrim qui est moins facile à utiliser chez les patients. Et on pense que c'est probablement lié à l'utilisation de fluoroquinolone dans l'élevage d'animaux d'alimentation, particulièrement là, le poulet, sans qu'on ait pu le mettre en évidence de façon certaine. Et on demande un contrôle, y compris pour les sanctions médicinales, de l'utilisation de cet antibiotique. Et c'est une demande qui est en fait qui relaie celle de l'OMS, bien sûr. La question, c'est que ne pas utiliser l'équinolone en antibioprophylactie. Voilà. On fait les merdes en faisant ça. Il ne fallait pas le faire. Surtout pour pas le faire. Hein? On ne le fait plus, là, on ne peut plus le faire parce que même les lots sensibles, ça a l'air résistant par la suite. Non, mais il ne fallait pas le faire. L'équinolone en antibioprophylactie, c'est ça va être un désastre. Il n'y a pas de molécule qui donne des résistances facilement. Déclaration de qui donne des résistances facilement. On ne va jamais utiliser